merci d'être venu. J'avais dit à Daniel, écoute, on peut être entre 10 et 60, on est plus de 30. C'est une très belle performance. Vraiment. Je vous remercie tous. Sachant que c'est bouche à oreille, que c'est... on n'a pas une communication et on n'est pas à Marseille, donc c'est beau. Alors, je voudrais te remercier à plusieurs titres. Je te remercie au nom de l'association du château, au nom du Cercle des auteurs ardéchois, qui est partenaire des animations qui se déroulent dans ce château. Je remercie la municipalité qui nous met à disposition depuis plusieurs années cette magnifique bâtisse pour en faire un lieu culturel. Et là, nous sommes dans la salle Occitania, qui est une salle qui accueille, outre des conférences, des projections et même des expos. Là, il y a une exposition et il y aura dans 15 jours une lecture bilingue, français et occitan, avec une talentueuse écrivaine et photographe, comme vous pouvez voir, Marie Linec, et Gérard, qui a fait la traduction en occitan de cet ouvrage, et qui l'a préfacé. Donc, je suis d'autant plus touché par ta venue, ma chère Danielle, que nous sommes à une quinzaine de mètres de la maison natale de François Boissel. François Boissel, dont on ne parlerait pas, dont je ne serais très certainement pas là aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu, avant Albert Soboul, le regretté historien de la Révolution française, ardéchois d'origine, Abgar Léonician, Makoto Takahashi, enfin plusieurs historiens qui ont, dans les pas de Jaurès, travaillé sur Boissel, Jaurès disant lui-même, mais il est le précurseur de mes idées. Et effectivement, il avait des idées extraordinaires. Il y en a une citation que je vous livre à votre... Alors, évitons de parler à plusieurs parce que l'écho est terrifiant. On va essayer de s'en débrouiller avec Daniel, mais dès qu'il y en a deux qui parlent, on ne comprend plus. Il avait une citation merveilleuse où il disait « Il est contraire à l'ordre naturel qu'un individu dispose de biens de jouissance supérieurs à sa capacité de jouir. » Quand vous réfléchissez à cette citation, ça ouvre des perspectives, on se dit, mais mon Dieu, Saint-Simon disait, nos enfants se croiront révolutionnaires, ils n'auront que des réminiscences. Et vraiment, la vie et l'œuvre de Boissel illustrent ce projet. Alors, Boissel est cité par des historiens comme précurseur du communisme. Était-il visionnaire et précurseur du communisme à la chinoise? Ça, on va peut-être s'en faire une meilleure idée tout bientôt. Entrez, il y a de la place là devant. Ici. Là, il y a deux places. Là. Et là, levez, appliquez les places. On est quatre. Et Stéphane, si tu peux rajouter des chaises. Je termine mon propos en vous disant qu'on vous offre, l'association du château et le cercle des auteurs ardéchois vous offre le verre de l'amitié dans la bibliothèque du château que vous pouvez découvrir à côté. Et on vous offre ce qui est devenu une tradition locale, la Joyeuse. Il faut savoir qu'il y a eu une visite théâtralisée depuis plus de 21 ans. Et chacune des visites théâtralisées de Joyeuse se termine par un verre de l'amitié qui s'appelle, à l'endroit où il y a le café citoyen, le communard. C'est un kir vin rouge. Et donc on vous offrira un communard dans la bibliothèque du château. J'en reste là, j'ai déjà été trop bavard. Merci Daniel, et sans plus tarder, je te laisse la parole. Alors, sans m'appesantir sur le sujet, je voudrais dire que on est tout à fait dans le sujet quand on parle de la Révolution française et de la Chine, puisque vous verrez que nous avons trouvé des têtes de Marx absolument inconnues qui prétendent qu'un jour, quand on arrivera en Chine, on verra écrit sur le fronton liberté, égalité, fraternité. Et la Chine aura créé la révolution. Vous verrez, il y a plein de textes absolument inconnus et qui parlent de ça. Mais donc, je vais rapidement vous présenter ce qui fait l'originalité de notre livre. Je viens d'être reçu là par Bercorne. Il a dit qu'il n'avait jamais lu un livre comme ça sur la Chine, parce que nous prenons, alors c'est un livre qui donne des renseignements, etc., mais nous prenons une position politique.
c'est-à-dire que nous proposons que la Chine, que la France adhère au BRICS. Bon, c'est pas rien. Donc, vous voyez déjà, le sujet de notre discussion peut être, est-ce que oui ou non, la France a intérêt à adhérer au BRICS? Voilà. Nous pensons, et on le sent tous, je pense que vous sentez aussi, qu'on est dans un moment de fin de siècle, de quelque chose qui se transforme, qui change. Et par rapport à ça, nous pensons, notre préoccupation est d'avoir la France. Et on pense que ce pays court la catastrophe si on continue sur cette lancée. Donc, les politiques menées depuis plus de 30 ans, pas aujourd'hui seulement, depuis plus de 30 ans, nous mènent à la catastrophe. C'est un sujet. Autre aspect, la brutalité de Trump, on découvre, ce truc-là, tout d'un coup, on a ce personnage qui arrive et qui nous dit en gros, comme un maquignon, on s'en fout, vous payez, castez, bon, ça fait un choc. Et en fait, pour nous, c'est un syndic de faillite, et la faillite date de bien avant. Donc, il n'y a pas une rupture. Trump, c'est la brutalité, mais il poursuit une politique. Bon. Et cette politique consiste à faire payer à ses alliés ce que l'Amérique, la crise de l'Amérique. C'est-à-dire qu'on va faire payer aux alliés, que ce soit le Japon, l'Europe, etc. Donc voilà le premier sujet de discussion. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on parle de ça? De comment échapper à cette autodestruction programmée. Un autre sujet, est-ce que l'Europe et Macron sont initiés? Bon, nous on dit non. Bon, donc je vous dis, je vous propose des sujets. Ce que je vous propose après, c'est qu'on peut pas, c'est énorme. On va choisir des thèmes, c'est-à-dire que vous aurez, dans le calme et la tranquillité, la possibilité de dire on va traiter de ce thème, hein, en sachant que le livre aborde tous les autres thèmes. Donc, deuxièmement, qu'est-ce que nous proposons? Si vous voulez, il y a des batailles internes que nous devons mener en tant que citoyens français. Là, on a besoin de personne à la limite pour les mener, mais on ne peut pas les mener dans un contexte de mondialisation tel qu'on est, sans tenir compte de cette mondialisation. D'accord? Bon. Donc, au plan externe, qu'est-ce qui conditionne dans l'économie mondialisée qui la nôtre, et de quoi nous avons besoin? Donc, nous proposons l'alternative qui a surgi, qui est les BRICS. Qu'est-ce que c'est? Autre sujet. Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'avantage? Quel est l'inconvénient pour nous en particulier? Le fait qui nous a tous réveillés par rapport à la Chine, c'est quand même que quand Trump a fait son numéro tarifaire, où il a augmenté les tarifs de coût, il y a un pays qui a dit, nous, on dit non. Et il a tout bloqué. Parce que si Trump a été obligé de faire machine arrière, encore que 10% d'augmentation ou 1% pour l'Europe, c'est terrible. Hein. Donc, si vous voulez, c'est parce que la Chine a dit, on bloque. Donc, c'est un autre sujet. Donc, ça a déjà changé la donne. Pourquoi? C'est là qu'on est dans la question des BRICS. Qu'est-ce que c'est exactement et quel intérêt on y a? Voilà un sujet sur lequel nous vous invitons à réfléchir. À partir d'un livre qui ne se contente pas d'affirmer, mais qui donne des éléments de réflexion. C'est-à-dire, on ne vous dit pas
pas adhérer, on fait une réflexion. Ensuite, autre question qui a nécessairement surgi déjà dans vos esprits, c'est bien beau la Chine, mais les États-Unis au moins c'est une démocratie, alors que la Chine, hein, qu'est-ce que c'est? Bon, là encore, êtes-vous sûr de bien connaître la Chine? Parce que dans le fond, on vous ment sur votre vie ici, je ne vois pas pourquoi on vous dirait la vérité sur des milliers de kilomètres. Bon. Qu'est-ce qu'on connaît de la Chine? Alors, la Chine, pour la connaître, vous avez, c'est quand même la civilisation en continu depuis plus de 4000 ans. C'est comme si les Égyptiens étaient restés égyptiens avec l'écriture des Égyptiens depuis Toutankhamon et Ramsès. Pour vous donner un exemple, Confucius, il est contemporain de Socrate. Et on connaît tous les descendants de Confucius, les Manides. Bon, donc c'est en continu. Et les signes, je pourrais vous parler des signes, des trucs, l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc la Chine, c'est un sacré morceau. Hein. Imaginez, vous mesurez bien que c'est un pays continent. Vous avez un pays qui fait à peu près, vous avez là-dedans des provinces qui sont de 100 millions d'habitants. Une province, 100 millions. Vous en avez 3, dans les 23, qui font plus de 100 millions d'habitants, qui sont parmi les pays les plus peuplés du monde. Bon. C'est pas quelque chose que vous connaissez comme ça. Donc, on est 4 auteurs qui avons décidé de rassembler nos compétences et ce qui nous intéresse pour produire ce livre. Alors, il y a Marianne, qui est mon alter ego. On a l'habitude, elle parle, pour vous dire, elle est traductrice simultanée en chinois, en russe, en turc, en coréen. Pour elle, le français, l'italien, c'est la même langue. Hein. L'anglais, l'espagnol, tout ça, c'est une seule langue. Et elle est fantastique. Elle a fait sa thèse, elle était prof de russe, quoi. Elle était mariée à 2 enfants chinois. Elle est tout le temps, elle part, donc elle fait ça. Et donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine connaissance et qui, quand on lui parle d'un pays, elle vit, quoi. Bon. Moi, je suis sociologue, donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les civilisations. Et j'ai passé ma vie à faire le globe-trotter, à étudier. Je suis partie à Cuba, je suis partie et chaque fois je vis dans le pays. Et j'analyse le pays tel qu'il est. Ce qui m'intéresse, c'est la vie quotidienne des gens. Voilà. Là-dessus, il y a Jean Julien, qui a été un établi. Vous savez, il a travaillé avec Jurquet, le PCMLF, c'était des pro-chinois, mais pas de ceux qui sont passés de Colmao au Rotary Club, vous voyez. Non, c'était des gens qui étaient très différents. Donc il a fait toute l'analyse du pouvoir chinois. Et alors vous verrez, on peut en parler aussi, c'est un pouvoir très différent. Qu'est-ce que le communisme? Alors, on a un vrai problème avec la Chine. Ça va si vite que quand vous croyez avoir compris quelque chose, c'est déjà dépassé. Bon. C'est un monde qui est ultra rapide, qui a des... Est-ce qu'ils sont restés communistes? Est-ce qu'ils sont capitalistes? On peut traiter de ça aussi. Et on en traite là-dedans. Et qu'est-ce que, enfin, qui est quand même l'essentiel, qu'est-ce que nous, on peut trouver
Sam est un économiste prof de maths qui, lui, est membre du PC, est très engagé et il a fait le socialisme à la française et le socialisme à la chinoise. Quel est le rapport entre les deux? Comment on peut avancer? Et il y a une préface de Fabien Roussel. Et là, je dois dire que c'est un... moi, j'ai été membre du comité central, tout ça, et je suis restée communiste. Mais comme je dis en riant, je suis une communiste autonome pour rester communiste. Mais je me sens quand même, je dis aussi en riant, que je suis une sorte de compagnon de route du parti. Je considère qu'il faut un parti communiste. Je pense que c'est très important. Et je pense que la préface de Fabien Roussel le prouve. C'est-à-dire que Fabien Roussel ne dit pas voilà la ligne officielle que le parti va défendre. Il dit on a besoin d'un espace de discussion. Et on va l'ouvrir. Donc, vous n'êtes pas confronté à une ligne du parti, mais vous êtes confronté à l'idée que la gauche doit se reconstituer et qu'elle a besoin d'une colonne vertébrale, c'est-à-dire un parti qui soit capable d'être un parti qui défend le socialisme. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer une chose, très calmement, très doucement, donc il faut beaucoup de... on est nombreux. Je vous propose qu'il y ait quelques interventions qui choisissent parmi ça, au fur et à mesure des thèmes. J'essaie d'y répondre brièvement et on avance. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est Dieu et son temps, hein, la Chine. C'est énorme. Dans le livre, vous avez des éléments de réponse sur d'autres sujets. Alors, qu'est-ce que vous pensez, de quoi vous avez qu'on parle, etc. Oui? Oui, il y a quand même une question d'actualité, me semble-t-il, importante. C'est la question de la paix. Tout à fait. Et bon, j'aimerais bien que dans le cadre du débat qu'on va avoir, on puisse aussi avoir ces questions-là. Je viens de voir récemment l'intervention de Lula devant notre président de la République. Ça fait quand même chaud au cœur de voir qu'il y a quand même des gens sur notre planète qui se battent pour la paix. Eh bien, si vous voulez, c'est la question des BRICS et de l'alternative. Voilà. Il y a d'autres. Vous voulez qu'on parte là-dessus? Sur le BRICS. Oui, allez. Sur le BRICS, qu'est-ce que le BRICS? C'est ça qui va. On part là-dessus. Bon. Alors, d'abord, il faut être conscient du fait que les BRICS existent et que ce qui est mis en place, on croit, quelquefois on dit ça va se mettre en place, etc. Ça existe et c'est déjà en place. Les États-Unis sont confrontés pas seulement à quelque chose qui peut se mettre en place, c'est là. Et ça crée déjà une situation entièrement différente. Tout a commencé, la Chine, il y a eu beaucoup d'institutions. Ça a commencé, par exemple, par l'organisation de Shanghai, si vous voulez, ce qu'on appelle l'organisation de Shanghai, qui s'est créée à la dissolution de l'Union soviétique pour créer la paix, justement. Pas qu'il y ait de conflit, parce que ça s'est effondré, etc. Donc, il y a eu des choix. Ça fait depuis la fin de l'Union soviétique complètement qu'a commencé à se mettre en place des choses qu'on ne connaît pas. Les BRICS, le nom dit déjà, c'est B, Brésil, R, Russie, I, Inde, C, Chine, S, Sud-Afrique. Et maintenant, nous en sommes à BRICS+. Ça, c'est les pays qui ont fondé les BRICS. Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous avez là-dessus? Vous avez ce qu'on appelle des pays émergents. Des pays énormes qui ont
émergé et qui représentent des richesses, des possibilités énormes, et qui, d'une certaine mesure, quand il y a eu, si vous voulez, la chute de l'Union soviétique, il y a eu, on a dit, il n'y a plus qu'un seul, là, rappelez-vous, l'histoire s'est arrêtée. Et on a imposé un modèle unipolaire où théoriquement on disait aux gens, bon, vous acceptez la loi du monde unipolaire, vous acceptez un type d'échange. Ce type d'échange, c'était, on vous impose, il y avait la monnaie, le dollar. Alors rappelez-vous, là c'est les années 70, c'est-à-dire, vous vous rappelez qu'il y a eu ce qu'on a appelé la dollarisation, l'aspect, c'est-à-dire qu'on a supprimé les talons or. Le dollar est devenu à lui seul, contre des dollars, hein, tout le monde était contre ça, le dollar est devenu la monnaie qui n'avait plus de référence derrière. Il pouvait tirer la planche à billets tant qu'il voulait. Et aujourd'hui, on a une dette abyssale, parce qu'ils ont tiré la planche à billets chaque fois pour créer, et de surcroît, ils ont utilisé le dollar, ils l'ont militarisé, justement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de faire la guerre. À Cuba, on le voit pour Cuba, ils étranglent en disant nous, on empêche. Ils ont produit ce qu'on appelle une extraterritorialisation du dollar. Si un pays fait du commerce avec Cuba, il est interdit aux États-Unis, il est interdit de toucher du dollar. Et donc, il a lui-même frappé du même interdit. À Cuba, tout coûte 18% de plus que la norme. Ils étranglent les pays entiers comme ça. Si vous voulez, ils ont aussi le deuxième aspect, c'est qu'au même moment, ils ont créé les pétrodollars, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite s'est entendue avec eux pour que on paye l'énergie en dollars. Donc, si vous voulez acheter du pétrole, il faut avoir des dollars. Donc, je ne sais pas si vous voyez le poids du dollar, ce que ça représente. Ils peuvent littéralement tuer des économies. Et même là, ils sont en train de le faire à la France. Et là-dessus, ils ont bâti des économies rentières. C'est-à-dire des économies qui vont s'implanter dans les pays du tiers-monde, en Chine, en Inde, etc. On enlève l'industrie de chez nous, on va l'implanter dans ces pays, et si vous voulez, par rapport à ça, notre économie n'est plus qu'une économie, je dirais, entière, ou du tourisme, ou des services, ou même aux États-Unis, c'est pareil. Donc, une économie qui perd sa base matérielle n'est plus une économie. Il faudra y revenir. Les BRICS, comment elles sont nées? Ces pays, il y a eu des pays qui, peu à peu, ont reçu des investissements et des capitaux qui sont venus s'investir et qui ont développé des industries de tout, si vous voulez, et qui ont, de ce fait, connu un développement économique. Ces pays ont décidé à un moment de s'unir pour créer un marché émergent. C'est-à-dire, ils ont dit, on va créer un marché, nous aussi, mais un marché réel, de production réelle. Et ils ont fondé les BRICS avec l'idée
c'est-à-dire on va faire des échanges entre nous, on va créer des marchés et on va essayer de se protéger du dollar. Parce qu'il y a eu la grande crise de 2008, vous vous rappelez la crise de 2008? Bon. Il y a eu cette crise de 2008 et les Américains jouent, c'est-à-dire qu'à un moment, ils résorbent leur dette, une partie de leur dette, en faisant baisser le dollar, mais en vendant des obligations, c'est-à-dire qu'ils achètent des obligations des bons du trésor américain. Ça fait rien, on peut baisser le dollar, ça enlève la dette, une partie de la dette, et on fonctionne là-dessus. Et vous avez des pays entiers, la Chine en particulier, qui possèdent des sommes de dollars énormes, des devises. Donc ces pays ont décidé, pas par hostilité, ils ne partent pas hostiles ni aux États-Unis, ni à rien. Ils ont dit ça va s'écrouler. Le dollar est devenu une inflation permanente. Quand vous faites la planche à billets tout le temps, sur rien, vous faites payer à la fin, vous payez, vous payez. Donc, il y a une augmentation de l'inflation générale, il y a une baisse de la productivité comme en France, où on a détruit toute l'industrie, et où on vit en quelque sorte des économies pseudo-entières, mais où, dans le fond, on voit bien que c'est pas du solide. On voit bien qu'il suffit d'une crise, etc. Donc, ils ont décidé, eux, de créer un marché alternatif qui permet aux pays du tiers-monde, aux pays du Sud, de se développer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils ne proposent pas de recréer la même monnaie que le dollar. Ils ne proposent pas de faire comme le dollar, c'est-à-dire que quand on parle de la militarisation du dollar, on militarise le dollar. Si vous n'êtes pas d'accord avec les États-Unis, eh bien, on vous met le couteau sur la gorge, soit on vous envahit, sous prétexte que vous n'êtes pas bien, soit on vous met un blocus et on vous asphyxie avec le dollar. Donc, ils disent il faut qu'on ait un moyen d'échapper à ça. Donc, ils proposent d'abord qu'on ait des relations qui ne soient plus des relations où on oblige les gens à avoir un système capitaliste ou socialiste. Enfin, chacun choisit son système. Et vous n'êtes pas obligé de devenir, par exemple, comme la Chine socialiste ou comme l'autre. Vous conservez votre système. Et chacun gère comme il l'entend. Simplement, vous acceptez un certain nombre de règles, c'est-à-dire les règles du gagnant-gagnant. La règle qui est appliquée aujourd'hui par Trump et par notre système du dollar, c'est du gagnant-perdant. C'est-à-dire qu'au départ, les pays occidentaux ont gagné, et maintenant, si vous voulez, je peux vous démontrer, l'Europe est en train de perdre, et pas depuis Trump. L'Europe est en crise par ce système-là. Parce que, et là, si vous voulez, en plus, on nous oblige à faire la guerre. On nous oblige à faire des coalitions. Il faut aller se battre contre un tel parce qu'il déplaît à un tel, etc. L'Amérique a décidé, il faut y aller. C'est ça ce qu'on nous fait faire. Donc, pas du tout. Vous pouvez conserver votre système, vos alliances, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout ce qu'on vous demande, c'est que l'échange soit gagnant-gagnant. Alors, vous mesurez, alors
problème, c'est bien sûr, vous allez me dire, et c'est évident, s'il n'y a pas le dollar, quelle est la monnaie qui sert d'échantillon? Hein? Où elle est? Alors, est-ce que vous vous souvenez, certains, puisqu'il y a pas mal d'âge, du temps où on avait les culs en Europe? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une monnaie commune sans avoir une monnaie unique. On peut bâtir une monnaie commune avec plusieurs étalons à l'intérieur. Vous voyez, plusieurs, par exemple, déjà le yuan, la monnaie chinoise, et une monnaie considérée comme l'euro. Vous avez des monnaies qui sont des monnaies reconnues. Donc, on peut créer une monnaie, des monnaies, plusieurs, avec une référence commune, et cette monnaie servirait d'équilibrer pour il n'y aurait pas besoin de retrouver la monnaie dollar qui s'imposerait à tous les autres. Alors on pourrait conserver, ils ne veulent pas abolir le dollar non plus, mais ils disent ça permettrait. Alors il y a déjà des effets, des réussites. Regardez par exemple, ils avaient dit que la Russie s'effondrerait. Vous vous rappelez, quand il y a eu la Russie devait s'effondrer, militairement, elle devait s'effondrer économiquement, au miracle, c'est devenu la 4e économie du monde. C'est-à-dire que déjà, les BRICS sont en marche. Et vous avez des effets de développement, en particulier en Afrique, qui sont très intéressants. Les BRICS existent. Et on voit que ça donne des résultats. Je vous dis, quand Trump a voulu jouer, il s'est retrouvé avec la Chine qui lui a dit vas-y. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les Japon, alors les Européens ont été nuls, hein, entre nous on est nuls, mais en Asie, ils n'ont pas fonctionné comme ça. Le yen, le Japon, etc., ils ne veulent pas entendre parler, ils disent oh là là, on s'accommode, quoi. Déjà, ça s'organise. Donc, il y a déjà une résistance énorme. Et on peut la mener en Europe, cette résistance. Alors, le système des BRICS, il est fait pour que les rapports sud-sud deviennent des rapports de développement, vous voyez, et de paix et de développement, puisque c'est sur eux qu'on a fait les guerres. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, autant on va faire la paix, et on ne demandera à personne de faire la guerre. Il n'y a pas la Chine. Bon, la Chine n'a pas d'allié. À l'inverse de nous, qu'est-ce que ça veut dire un allié? Vous partez en guerre, si votre allié part en guerre, vous partez en guerre. La Chine n'a pas d'allié. La seule pays qui est allié avec elle, c'est la Corée du Nord. Mais elle n'est pas alliée de la Russie. Elle ne part pas en guerre avec la Russie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire la guerre, vous n'avez pas d'alliés, mais vous avez des partenaires stratégiques. C'est-à-dire que vous essayez d'avoir une économie gagnant-gagnant. Alors, vous me répondrez, la première idée, vous voyez, je vous montre un peu, c'est la Chine, elle nous prend tout. Elle nous prend toutes les industries. Voilà, elle nous a rien pris. C'est nos capitalistes qui sont allés là-bas. Et les Chinois, ils ont travaillé comme des larves. Ils n'ont rien pris à personne, les Chinois. Nos capitalistes nous ont volé les trucs, ils sont allés s'installer là-bas. Adressez-vous à nos capitalistes. Ils pleurent, ça suffit. Eux, les Chinois, les pauvres, ils ont travaillé comme des pauvres. Ils ont fait un essor remarquable. Par leur seul travail, ils n'ont exploité personne. Donc, par rapport à ça,
simplement un pays qui produit et qui vend. Et c'est pour ça que le capitalisme vont s'installer en Chine. La Chine, c'est un énorme marché. Et tous les pays, le Brésil, c'est des énormes marchés. Si vous développez l'Afrique, au lieu de... Enfin, on est, nous, le Niger, réfléchissez, on est au Niger, on leur prend l'uranium pour faire les centrales nucléaires. Il y a 10% des mecs qui ont l'électricité chez eux. Si vous concevez le marché autrement, c'est-à-dire on développe et on crée une situation où ces gens-là peuvent échanger, c'est un tout autre univers. On a au contraire la possibilité, parce qu'on a des ressources en France, on a des possibles, on a des savoir-faire, on est en train de les perdre. Un bassin qui s'arrête, comme ils sont en train de faire en Isère, à Bercorès, tout ça, c'est de la richesse de savoir qui disparaît. Donc, il faut repenser ça et voir, parce qu'il y a déjà des collaborations, par exemple, dans l'astrophysique, on a encore des richesses en astrophysique, etc. Et on a déjà des échanges qui se font avec la Chine et avec d'autres pays. Donc, la paix entre nous, on le sait, on nous envoie nous battre contre un truc, mais c'est quoi? On nous a toujours envoyé nous battre pour des intérêts capitalistes. Hein? C'est ça le truc. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'envisager le surarmement comme seule réponse. Et quel surarmement? Nous, on fabriquera des obus. Pendant ce temps, les Allemands, ils vont recommencer à faire des chars, des panzers, etc. Il faudra combien d'années avant qu'on soit... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il vaut mieux qu'on ait une négociation. Pas pour dire on est derrière la Chine parce qu'ils sont communistes et nous, bon, c'est fini, c'est pas... On est dans un autre monde. Mais ce monde-là, il peut être un monde où on peut négocier les intérêts mutuels et partir de la France, nos intérêts, de ce qu'on veut, pour réclamer avec eux une véritable négociation. Vous nous donnez ça, vous donnez ça, nous on a telle possibilité, nous on a telle chose. Et donc, si vous voulez, la paix, elle est fondée doublement. Elle est fondée, pour le moment, je vous l'ai dit, elle est fondée sur l'économie, et c'est la meilleure garantie, hein, parce que quand il n'y a pas, quand les marchands ont intérêt à la guerre, c'est la mauvaise garantie. Donc, on peut fonder une économie, mais ça suppose que nous, on regarde ce qui se passe. Parce que la Chine, elle a une règle, puisqu'on est sur la Chine. Elle respecte les lois du pays. Quand en Chine, si vous voulez, on pourra en parler du socialisme chinois, comment ça marche. En Chine, elle a des lois. Mais quand elle arrive dans un pays, elle respecte la loi du pays. Et si vos capitalistes sont des bourris qui sont capables de vendre, comme ils l'ont fait, tout un bassin à elle, les services qu'elle envoie, ils font selon les lois du pays. Donc, nous, il faut que si on accepte de rentrer dans les BRICS, ça soit avec des gens qui dépendent de leurs intérêts, qui sachent ce qu'ils veulent. C'est pas, on ne va pas rentrer dans les BRICS comme ça, on rentre dans les BRICS à partir de nos intérêts français en matière de paix, en matière d'économie, et si vous voulez, je vais vous faire très peur sur le monde qui est là. On peut avoir très peur si on laisse nos capitalistes agir.
Parce que ce qui se passe en Chine, et la Chine est en avant d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous connaissez les usines sombres, les usines sombres? Vous n'avez jamais entendu parler? Bon. Eh bien, les usines sombres, c'est une invention chinoise écologique comme vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que vous avez, on les appelle usines sombres parce qu'il n'y a pas une lumière. Il n'y a pas un être vivant. Tout est fait, calculé par l'intelligence artificielle, y compris de l'extérieur. Ils en sont à faire des autoroutes entières sans la moindre travailleur. Tout est calculé à l'économie. Le matériau est calculé à la plus grande économie. On n'use plus du tout d'électricité, de trucs comme ça. On en est au produit qui coûte le moins cher. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça donne si vous n'êtes pas dans un pays socialiste où on s'occupe des travailleurs, de la reconversion, du travail, etc. Dans nos sociétés, vous voyez ce que ça donne avec un Macron et les autres à la tête, la manière dont ils nous ont traités si on ne s'en occupe pas. Et ça, vous y résisterez pas. Ça vient. Vous voyez? Donc, la grande crise qui a été déjà vécue, où l'école bleue, on a dit qu'on les a fait disparaître, etc. Mais ça va être l'école blanche, ça va être vos enfants, ça va être toute cette formation. On les enverra à la guerre et on fera ça. Et pour fabriquer des armements. Donc vous avez quand même intérêt. Vous êtes dans une civilisation entièrement nouvelle. Si vous ne la prenez pas, cette civilisation, si vous ne la gérez pas, vous vous rendez compte ce qui vous tombera dessus. Donc, moi je dis que ce qu'on a comme dirigeant actuel, Macron, l'Europe, hein, parce qu'on peut être pour ou contre l'Europe, il est évident que l'Europe telle qu'elle est, pour le moment, c'est la Commission européenne, c'est-à-dire quelque chose qui n'a été élu par personne et qui fait ce qu'il veut. Bon, donc qui gère actuellement, qui prend nos intérêts dans les BRICS, pas n'importe quel BRICS, hein. Dans les BRICS, si on a un gouvernement apte à construire une alternative, très bien. On peut, si vous voulez, négocier. Et négocier dans la paix, parce que les BRICS, c'est la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coalition guerrière. Allez-y. Enfin, discuter avec BRICS ou discuter avec la Chine, c'est pas de discuter avec la Chine, c'est pas la même chose que de discuter avec la Russie. On parle de paix, mais est-ce que la Russie cherche la paix aujourd'hui? Alors, vous avez dans votre livre 3 chapitres consacrés à la relation entre la Russie et la Chine. 3 chapitres. C'est une énorme question. La Russie, actuellement, moi, on est allé avec Marianne, on est parti sur les routes, on est allé, on a écrit un livre qui s'appelle URSS 20 ans après, dans l'Ukraine en guerre. On est allé interviewer les gens en Ukraine, dans Donbass, à Odessa. On était au moment où on a plombé les gens, etc. Donc, c'est un sujet qu'on connaît relativement bien. Et, si vous voulez, la Russie est un cas très particulier. C'est à la fois un pays qui, par certains côtés, est au main des oligarques, et par un autre côté, vous avez une force de résistance qui est complètement différente. C'est-à-dire que vous avez la Russie. Alors il y a un paradoxe, mais ça date.
c'est le petit-fils du cuisinier de Staline. C'est un personnage qui a une histoire. Son père était un héros de l'Union soviétique. Quand il se balade avec les régiments, etc. Bon. C'était un personnage qui au départ était un capitaliste, qui voulait bon, et qui en même temps avait choisi le KGB parce qu'il croyait, etc. Bon. Mais, si vous voulez, il est pris, et depuis longtemps, avec Chavez, avec l'OPEP, il faut voir que c'est les ressources pétrolières. Et il est pris, il y a deux choses qui expliquent la Russie actuellement, qui expliquent la tendance de la Russie. La première chose, c'est l'OPEP, les pays producteurs. Et la deuxième chose qui explique la Russie, c'est le rapport à l'Union soviétique. Parce que, paradoxalement, c'est un peu ce qui nous est arrivé à la Révolution française. À la Révolution française, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais des profs de Beauvais qui me disaient, la Révolution française, les rois sont revenus, mais quelques temps après, tout le monde était sur le régime de la Révolution française. C'est-à-dire que d'une certaine mesure, la Révolution française, quand ça s'est terminé, c'était quoi? La guillotine et les assignats, hein, la Révolution française. Et rapidement, c'est devenu le souvenir, on connaît l'histoire, tout d'un coup, la Révolution est devenue le régime dominant, la France est devenue la République. Et vous avez la Russie, on ne peut pas la décrire simplement comme un pays impérialiste comme nous ou comme surtout les États-Unis. Il y a à l'intérieur une dynamique contradictoire qui est une dynamique. Vous avez beaucoup de choses qui sont restées de l'Union soviétique. Par exemple, tout ce qui est armée, tout ce qui est diplomatie, sont encore dirigés par des forces soviétiques. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont toujours les trois drapeaux, le drapeau tsariste avec les deux aigles, le drapeau russe bleu, blanc, rouge, et le drapeau du Reichstag, le drapeau soviétique. C'est-à-dire qu'il est obligé, Poutine, pour gagner la guerre et pour avancer, de tabler de plus en plus sur le peuple, qui, lui, ne veut pas que l'OTAN fasse à la Fédération de Russie ce qui a été fait à l'URSS, c'est-à-dire dissoudre. Donc, on ne peut pas répondre simplement que Poutine, moi Poutine c'est un capitaliste, je ne suis pas pour Poutine, mais la Russie est un pays qui se bat contre l'OTAN. L'OTAN avait promis de ne pas... Il y avait eu une promesse. Et l'OTAN a avancé. Et qui est-ce qui a fait ça? C'est Clinton. Hein? C'est Clinton. En 2014, moi j'y étais. Il faut voir ce qu'est le Donbass. Le Donbass, c'est la Grande Combe, c'est les mineurs. Et les mineurs, c'est des taiseux. Hein. C'est pas Odessa, c'est Marseille, donc on galège. Mais quand les mineurs sont en colère, vous voyez, c'est pas du tout le même monde. Et les mineurs du Donbass, c'était traditionnellement, ils n'ont jamais été d'accord pour la fin de l'Union soviétique. Ils ont considéré que les communistes les avaient trahis. Les mineurs du Donbass, quand ils ont vu arriver les types de Gorbatchev, ils avaient les casques et tapaient sur les casques. Pour vous dire à quel point ils méprisaient. C'est donc un lieu de résistance. Le Donbass, c'est là où il y a eu
la tragédie la plus grande de la résistance aux nazis. Il faut aller voir, il faut voir ce qui s'est passé à Kiev. Vous voyez, on a enterré les gens vivants. Et par rapport à ça, moi je veux bien, mais je vous répondrai sur l'Ukraine. Est-ce que vous, comment vous auriez pris, vous qui êtes ceux qui ont des familles de résistants, que dans un lieu de résistance où on ait tué des gens, des résistants, on mette des noms d'Oriot ou tous la milice, et c'est ce qui a été fait en provocation en Ukraine par les régimes qu'on considère comme ce régime, qui étaient des oligarques. Donc il y a eu une provocation et les types se sont révoltés. Moi j'étais à Odessa, j'ai vu les gens qui avaient brûlé, on avait brûlé la maison de Senga, un gamin de 20 ans, un jeune communiste brûlé lui. Donc il y a eu, il faut comprendre tout ça. Vous savez, la guerre c'est ignoble. Quand la guerre est déclenchée, moi je pense qu'on a commis ces crimes pour que des peuples qui étaient frères se tuent entre eux. On a provoqué ça et on est en train de faire ça chez nous. La France n'est pas fasciste. La France n'a pas envie de la guerre. Vous regardez autour de vous. On vous invente des gens qui viennent créer des meurtres. Regardez ce qui s'est passé à Alès. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent provoquer un peuple qui ne veut pas la guerre, qui ne veut pas le fascisme. Et il faut comprendre tout ça. Pour comprendre, et moi ce que je pense, c'est qu'il faut la paix. Et la paix, il faut arrêter. Il faut que les armées s'arrêtent et qu'on laisse négocier. Et la Chine, c'est sa position. La Chine, elle dit, moi, bon, alors elle fait des rapports, vous savez, le grand homme de guerre chinois, Sun Tzu, disait gagner la guerre sans avoir à la faire. C'est-à-dire, on fait une démonstration de telle sorte que la guerre s'arrête. La Chine ne veut pas la guerre. Mais elle dit, bon, on ne la veut pas, mais si vous voulez la faire, on la fera. Mais il vaut mieux marquer avant. Voilà, si vous faites ça, vous aurez ça. Mais la Chine n'a jamais soutenu. Alors, elle considère que là où il y a l'OTAN, parce qu'ils veulent planter l'OTAN en Asie, hein. Donc, elle dit, là où il y a l'OTAN, la guerre est là. Donc, il faut voir les bases américaines, vous en avez partout. Combien vous avez de bases chinoises, vous avez de bases russes? Donc, elle dit, arrêtez, négocions, et elle n'a jamais, alors, elle fait le commerce avec la Chine, avec la Russie, tout ça, mais elle n'a jamais donné une arme d'État, elle n'a jamais donné le moindre chose, elle estime, elle a la position qui est un peu celle du Parti communiste français en ce moment, hein, la Chine. C'est-à-dire, faisons la paix. Et la première paix, on négocie. Oui. Oui, moi, à propos de la Chine, les gens qui ont traversé la Chine, les voyageurs, ont tous dit, moi j'ai beaucoup voyagé en Asie, mais pas en Chine. Ils m'ont tous dit, tu vois, la Chine, c'est 15 pays. Il y a très peu de pays qui comprennent la langue de ceux à côté, qui ont un gros souci de sécurité intérieure, ce qui fait aussi qu'ils n'ont pas le temps trop de s'occuper des conflits du monde. Eux, c'est la sécurité intérieure. Et par rapport à des jeunes chinois qui sont des étudiants qui sont en France, qui ne sont pas des imbéciles, qui ont un bon niveau d'études, qui ne cherchent pas non plus à se faire connaître, eh bien, il y a un étonnant parce qu'eux continuent d'apprendre l'histoire de leur pays. Je veux dire, ils commencent même à l'apprendre quand ils sont chez nous en France. Donc tout ça, ça
ça interroge. Pour moi, la Chine, ce n'est pas un pays, c'est un agglomérat. C'est comme si on dit l'Europe, on dit la France. Mais il ne s'agit pas, ça équivaut pas à l'Europe, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Là, vous dites quelque chose qui nous renvoie, et vous avez parfaitement raison, et qui nous renvoie à la spécificité chinoise. Vous dites une chose très juste, c'est que la Chine, dans chaque province, parlait, ça change. Maintenant, le mandarin est en train de devenir officiel un peu partout. Mais si vous voulez, vous passiez d'une province à l'autre, et il y avait la même écriture, mais prononcée différemment. Hein? Attention, c'est la même écriture. Et ça, c'est très important. Parce que ça va vous permettre de comprendre ce qu'est la Chine. La Chine est un pays qui d'abord, quand vous avez 4000 ans d'histoire, vous avez des périodes où la Chine est unie, puis des périodes où tout c'est différent. Donc vous êtes, mais il y a toujours une chose, c'est l'écriture. Et cette écriture, elle ne se contente pas d'être écrite en Chine, elle est au Japon, elle est partout. C'est-à-dire que vous avez une civilisation. Vous savez, je vais vous donner un exemple que vous connaissez certainement, le grec. Quand vous lisez du grec ancien, il est très proche du grec moderne. Alors que nous, vous prenez la chanson de Roland, vous ne comprenez pas, vous, hein? Je vous donne une phrase de la chanson de Roland, à la grande presse, il tire Trumber. Vous avez compris? Non. Dans la grande bataille, il se bat comme un baron. Voilà. Donc, ça n'a aucun rapport. Alors que le grec, c'est resté très proche. On peut comprendre le grec ancien. Pourquoi? Parce que vous avez une langue qui est une langue diplomatique et de civilisation et des dialectes. C'est-à-dire que la langue écrite est diffusée partout et c'est une langue de civilisation et de diplomatie. Et le Japon, pour vous donner un pays, vous savez que le Japon est appelé pays du soleil levant. Elle voit le soleil. Pourquoi? Il est à l'est de quoi? La Chine. De la Chine. Ces signes sont empruntés à la Chine. C'est-à-dire que le pays, non seulement de référence pour la Chine, mais pour toute l'Asie, c'est la Chine. Et depuis des millénaires. Alors, vous avez eu des périodes où vous régnez le féodalisme, par exemple l'Empire Chou, dans lequel vous avez, si vous voulez, des féodalités. Alors c'est une richesse de savoir, c'est tout le savoir chinois. Et puis vous avez des périodes avec l'empereur Qin, vous voyez, l'empereur Qin, qui lui, ces fameux soldats, vous vous rappelez ces soldats? Attendez, il y a 7000 soldats, chaque individuel, et on raconte qu'elle est même enterrée, quoi. Bon, quand l'empereur est mort, elle est basique, tout le monde y est passé. L'empereur Qin, il a fait l'unité forcée de la Chine, c'est-à-dire qu'il a institué les routes, devaient avoir le même calibre, tout ça, donc il a créé l'unité de la Chine. Vous avez des périodes comme ça différentes, 4000 ans. Mais en même temps, si vous voulez, il y a des choses qui restent tout le temps communes dans la Chine et qui connaissent leur histoire, même les jeunes. C'est-à-dire que vous avez par exemple des choses tout à fait extraordinaires dans la Chine qui ressemblent à ce que nous avons, vous vous rappelez de l'an 2, le droit à l'insurrection de l'an 2. On a le droit à l'insurrection depuis la constitution de l'an 2. Eh bien, eux, les Chinois, ils l'ont depuis 440 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça s'appelle le mandat divin. C'est-à-dire que si
un empereur, un fils du ciel, il y a le ciel, si le fils du ciel considère qu'il ne fait pas ce qu'il faut, on a le droit de le renverser. Mais attendez, ça va encore plus loin. S'il y a, par exemple, une catastrophe, type tremblement de terre, le ciel n'est pas d'accord, allez vas-y, on peut le foutre en l'air. Et comme il y a toujours, par exemple, le jaune, il se déplace sur 300 km, d'un coup il part, il se déplace, il enlève tout. Donc une bonne catastrophe peut être le signe de la catastrophe. Donc vous avez à la fois une unité de civilisation immémorielle et en même temps vous avez une chose étrange, vous avez un paysan soldat. Par exemple, la Grande Muraille, qui fait quand même des kilomètres énormes, eh bien, elle a été créée sur 1700 ans par des paysans soldats qui gardaient la frontière face aux Mongols et qui étaient des paysans soldats. Donc vous avez un monde qui est un monde très différent, par exemple, de l'Inde, qui lui est un monde divisé dans des religions, sous la soumission, etc. Vous avez une unité réelle aussi de la Chine. Et c'est simplement pour vous lancer là-dessus, mais honnêtement, vous avez à la fois raison, et à la fois vous voyez une partie de la réalité. C'est-à-dire que la Chine, elle a toujours essayé de recréer son unité. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a ces montagnes, ces déserts. Il y a les déserts, il y a les déserts, il y a les montagnes, il y a le fleuve Amour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une partie de l'histoire de la Chine qu'on ignore totalement, qui est le fait que c'était le pays suzerain de toute l'Asie. Et par exemple, les rapports entre la Russie, la Chine et la Corée sont des rapports qui n'ont rien à voir avec nous. Ils ont leur propre histoire. Vladivostok, c'était une ville chinoise. Et quand il y a eu la fin de l'Union soviétique, vous savez, à la fin, ils ont gagné, Vladivostok a été libéré. Mais ce n'est pas du tout les Russes qui les ont libérés, c'est une espèce de conglomérat, Bouriat, tout ça qui était du côté de Vladivostok, dans lequel il y avait les Coréens, qui en avaient marre, les Japonais, qui avaient voulu reprendre, etc. Donc vous avez à la fois notre histoire et une histoire qui est la leur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes rentrés dans ce monde-là. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'on nous a racontée, c'est l'histoire vue par nous. Or, ces peuples, ils ont eu leur histoire. Et il faudra qu'on apprenne maintenant à savoir, mais aussi à savoir qu'ils ont leur histoire. Et que les Chinois nous disent une chose, ils nous disent, écoutez, nobles étrangers, vous nous avez filé la guerre de l'opium. Vous nous avez obligés non seulement à avaler l'opium, ce qui est déjà une saloperie, mais à prendre le coton de Manchester. C'est-à-dire qu'on a été ruinés. Tout notre fric dépassait et nos paysans ils crevaient de faim. On a crevé de faim grâce à vous. Alors maintenant, on ne s'en veut pas. C'est un épisode dans notre histoire, mais maintenant vous nous foutez la paix. Nobles étrangers, vous nous le brisez le menu. Alors, maintenant, on vous laisse faire ce que vous voulez chez vous, on ne vous dit pas ce qu'on pense. Les Chinois, par exemple, on parle de la paix. Ils pensent que c'est de la folie de commencer une guerre sans avoir la moindre hypothèse de comment on la termine politiquement. D'ailleurs, la première proposition de cessez-le-feu en Ukraine, celle que la Chine a envoyé des propositions de cessez-le-feu, donc personne n'a tout.
Absolument. Ils disent, écoutez, on ne commence pas une guerre comme ils sont en train de la commencer en ce moment, sans savoir comment on va la terminer politiquement. Ils disent c'est de la folie. Et les Européens et les Américains sont des cinglés. Eux, quand ils commencent une guerre, ils prévoient. C'est ça, le fameux stratège. Quand tu commences une guerre, tu prévois comment tu peux la terminer. Là, non, on part. Visiblement, on s'est pris des années partout. En Afrique, on s'est chassé par trois types. On va partir contre l'armée russe. Non mais attendez, c'est de la folie. Comment on peut partir comme ça? Donc, il faut qu'on ait... Alors on dit, on va créer une armée. Mais il faut qu'on crée une véritable armée. Il faut au minimum 5 ou 6 ans. Même avec les Allemands qui sont les plus doués pour nous foutre une armée rapidement, c'est de la folie. Et les Chinois, ils disent, mais attendez, ces types, ils sont cinglés. Vous voulez être cinglés, bravo, continuez, mais essayez de ne pas nous impliquer dedans. Voilà, c'est tout. Et vous verrez, vous prenez toutes les propositions chinoises, elles reviennent toujours à ça. Elles disent, bon, comme oui. Et le Tibet, alors? Alors, le Tibet, très intéressant. Le Tibet, très intéressant, le Tibet, je vais vous dire, la Chine, tout à l'heure, on a très justement, on vous a dit que la Chine était un conglomérat. Et vous avez l'ethnie Han qui forme 90% de la Chine. Une ethnie Han. Et puis vous avez des ethnies minoritaires qui forment les 10% restants. Et la Chine a une règle, c'est que l'histoire du seul enfant unique, l'enfant unique, ne s'applique qu'à l'ethnie Han. Les autres ont le droit d'avoir des enfants, parce qu'ils sont des pays plus petits. Alors le Tibet, qu'est-ce que c'est? Le Tibet, c'est un peu le coup de la Bretagne. Ça paraît dur, mais c'est la même date. C'est-à-dire que quand nous se marions à nouveau jeu, avec d'abord Louis XI, etc., vous savez, quand on prend la Bretagne, eh bien, le Tibet, au même moment, est un pays chinois parce que c'est l'époque où la dynastie mongole envahit la Chine. La dynastie mongole, n'oubliez pas que c'est la dynastie qui va créer l'Inde, les Mongols. Vous savez, qui va se développer en Inde. Pas créer, elle va se développer en Inde. Oui. Allez-y. C'est cette dynastie qui va créer l'Inde. Non, mais l'empire mongol qui déverse sur l'Inde et qui joue un rôle stratégique sur l'Inde, c'est la dynastie mongole. Vous pouvez vérifier. Donc, par rapport à ça, c'est la période où vous allez avoir l'influence du bouddhisme qui va être importé de différents endroits. Donc, vous avez le bouddhisme du Tibet, mais ça date, la Chine, le Tibet est considéré comme une province de la Chine depuis le XIIIe siècle. Mais quand il y a eu le partage de la Chine dans la guerre de l'opium, dans tout ça, chacun s'est taillé des bouts de Chine. Il y a eu des bouts de Chine qui ont été taillés, etc. Quand l'armée de Mao a reconquis la Chine, donc repris la Chine, ils sont allés et c'était des territoires qu'ils ont libérés. Or, il y a là-dessus un régime féodal qui était le régime du Tibet, qui était un régime féodal, et on peut être pour ou contre par rapport à ça. Il y a eu là-dessus
les Chinois sont d'accord pour que les gens conservent leur religion, leur autonomie, leur langue. La langue tibétaine est une langue stricte, etc. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on remette en cause l'unité de la Chine. Bon. C'est-à-dire, vous avez des provinces parfaitement autonomes, qui ont leur propre autonomie, mais il faut respecter l'unité de la Chine. Voilà. Donc, on peut s'entendre ou non, mais vous avez eu une tentative des Américains. Vous savez que, par exemple, ils ont créé une situation avec l'Inde. Ils ont donné la bombe atomique a été donnée à l'Inde, on l'appelait Petit Bouddha, pour qu'ils soutiennent l'indépendance du Tibet, pour qu'ils jouent l'indépendance du Tibet. Donc il y a toute une situation dont on nous raconte qu'il y a eu invasion du Tibet, c'est infiniment plus complexe que ça. C'est pareil d'ailleurs pour les Ouïghours. Donc, par rapport à ça, Marianne, par exemple, qui habite la Chine, elle est allée en pays ouïghour, elle est allée. Alors, ce qu'elle dit, c'est que elle est à la fois, elle dit, bon, ils apportent un développement, des trucs qu'ils avaient, vous voyez, des développements, santé, sanitaire, tout ça, que les filles n'avaient pas. Mais elle me dit, parce qu'on a un peu le goût des civilisations, elle me dit que c'est fait souvent aux dépens de certaines formes de civilisation. Par exemple, on crée des villages entièrement neufs, équipés, alors que jusqu'à-là, ils vivaient dans des sortes d'états, dans des conditions tragiques, etc. Mais elle me dit, c'était quand même... il y a une espèce de regret. Je ne sais pas si vous avez vu un très très beau film là, qui s'appelle Black Dog, qui vient de sortir. Ça se passe dans le désert de Gobi. Et dans ce désert de Gobi, il y a un village qui est en train de mourir, qu'on va reconstruire, on va faire une nouvelle. Et tout le village est à la fois, et ça se passe au moment des Jeux Olympiques, ils sont à cheval, et c'est l'histoire la plus étrange qui puisse exister, parce qu'on s'aperçoit que tous les personnages, en fait, veulent que l'harmonie continue à exister, et ce qu'on prend pour les méchants et tout ça, il y a un monde qui essaie de survivre à la rapidité. Il faut voir dans peu de temps ce qui est devenu la Chine, c'est une rapidité, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment survivre à cette rapidité. Moi, je ne peux pas, là-dedans, faire autre chose que suivre ce que toutes les contradictions, on le voit dans le cinéma, dans tout ça, d'une rapidité qu'on a vécue nous aussi, même si elle est moins accélérée, etc. Et je ne peux pas confondre les deux, c'est-à-dire je ne peux pas dire qu'il y a exploitation, parce que par exemple on parle des Ouïghours, les Ouïghours ils ont doublé leur population. On me parle d'un génocide, ils ont doublé leur population, les Ouïghours. Bon. Si vous voulez, mais voilà, ils ont doublé là. Ils sont tous repris dans des bâtiments parce qu'ils sont repris pour retravailler leur culture. Ils sont pas libres de leur mouvement. Alors, non, c'est... si vous voulez, par exemple, il y a d'autres peuples musulmans. Hein, il y en a plusieurs. Qui, eux, n'ont aucun problème. Les Ouïghours, vous avez deux problèmes. Il y a toute une partie, c'est toute la zone, c'est une zone de la Chine très particulière, qui est la zone qui était la zone des caravanes. Et c'est une zone où vous avez des fleuves, comme trop nulle part ailleurs, qui n'ont pas de. qui s'enfoncent dans le sable. Bon. Donc c'est une zone très très particulière et qui est à la
la fois où ils ont développé au contraire toute la civilisation ouïghour, vous avez, les gens sont habillés, il y a des... Mais vous avez eu là-dessus une idéologie, et parmi un truc qui était une idéologie, c'était jusque-là un peuple qui était inscrit comme un peuple terroriste, qui était officiellement un peuple terroriste, c'est-à-dire qui était parmi ceux qui allaient, qui faisaient des attentats, etc., qui étaient considérés un peu comme chez nous quels sont les terroristes, Daesh. Bon. Donc, si vous voulez, ce peuple, c'est un groupe qui sont une minorité et qui ont été financés par un milliardaire qui est très célèbre, qui a mis de Bannon, du Steve Bannon. Et si vous voulez, tout ce monde est un monde qui a été fomenté, un peu comme la secte de Moon. Bon, il faut voir qu'on a pratiqué des sectes, des trucs pour leur en faire des lieux à côté, en liaison avec les bases américaines. Il y a eu tout un enjeu qui s'est fait dans toute l'Asie centrale. Et c'est très long. Moi, j'ai visité, je suis allée dans toute l'Asie centrale, au Tadjikistan, j'ai vu tout ça. Et si vous voulez, ça date de très loin. C'est-à-dire que quand les Anglais ont vu le début du RSS, de tout ça, ils ont planté dans les pays, par exemple en Afghanistan et partout, une bourgeoisie intégriste qui était censée créer, c'était les Anglais qui produisaient ça. Et si vous voulez, donc il y a eu ces groupuscules qui ont joué, et vous avez toute l'Asie centrale où vous avez des phénomènes qui ont été des phénomènes d'explosion. Et je vous ai parlé du début de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ça a été créé par la Chine et la Russie pour empêcher qu'explosent des phénomènes terroristes partout, comme en Afghanistan. C'est-à-dire où on trouvait... Donc il y a eu tout un jeu là-dedans qui est très très complexe et où maintenant on s'amuse. Alors c'est nous qui les avons implantés très souvent, les bases. Si vous voulez, les Chinois se retrouvent, alors ils sont pas tendres, hein, les Chinois, c'est pas des tendres. Quand ils décident de réprimer une secte, ils répriment. C'est-à-dire que les mecs, allez vas-y, toi tu viens, etc. Si tu as compris des crimes, tu y passes. C'est pas les états d'âme. Mais il faut voir que la Chine se préserve. La Chine est un pays laïque, très profondément laïque. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Et par exemple, si il est interdit qu'apparaissent des groupes financés de l'étranger, religieux financés de l'étranger. Vous pouvez vous installer la religion catholique, la religion telle, etc. Mais refus du moindre financement étranger. Donc il faut comprendre tout ça. Et il faut comprendre, je dis quelquefois, que la laïcité, il n'y aurait pas un pays qui nous rendrait plus heureux que la laïcité chinoise. C'est-à-dire qu'ils sont pires que nous. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, pour vous donner l'exemple de la mentalité chinoise, dans les mythes, il y a comme chez nous le mythe du déluge. Mais il n'y a pas de punition divine. C'est au contraire un phénomène naturel, et il y a le héros prométhéen
qui sauve, alors c'est tout un singe, un homme, etc. Mais il sauve et c'est le mythe qu'on trouve. C'est-à-dire que vous n'avez pas le phénomène religieux que nous avons nous. Vous avez un phénomène beaucoup plus laïque, pardon. Bon. Si tu as une conclusion, ça fait 1h30, certains doivent partir, je ne sais pas. Ah, excusez-moi, mais vous voyez, oui. Juste poser une question. Ce qui nous intéresse de tout près de nous, je pense, c'est la condition sociale. Est-ce que c'est la sécurité sociale, la retraite en Chine? Vu le développement économique là, comment ça se passe? Comment c'est géré? Alors, c'est, voilà, vous avez eu au départ, il y avait si vous voulez, la Chine en commune, il y avait tout ça, bon, avec les médecins pieds nus, tout ce qu'on a raconté. Puis vous avez eu la grande réforme, ce qu'on a appelé, avec la privatisation d'une partie de l'industrie. Vous avez eu la privatisation d'une grande partie de l'agriculture. C'est-à-dire que ce qui était organisé collectivement a perdu. Et vous avez eu très rapidement, dans les villes, vous aviez des formes équivalentes par les entreprises de sécurité sociale qui se sont installées et tout. Mais vous avez eu dans la population, qui était, elle, la population qui était celle qui partait de la terre, qui périodiquement est allée dans les grandes entreprises sur les côtes, en général, les villes côtières, qui étaient des capitalistes qui géraient ça. Là, il n'y avait rien. C'est-à-dire que le gars qui était arrivé là-dedans, il était avec un passeport dans sa propre ville, hein, et il arrivait là-dedans, et puis après il repartait chez lui à la campagne, périodiquement, et là, il subissait le régime capitaliste qui était en général par les capitalistes occidentaux. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que pour installer des droits sociaux, y compris pour cette catégorie-là, il a fallu que le régime utilise les révoltes ouvrières. Il y a eu d'énormes révoltes ouvrières. Il y a eu, il y a peu, il y a eu des capitalistes qui ont été coupés le cou, des chefs d'entreprise. Parce que les types, un Chinois, c'est pas un Indien qui se fait maltraiter, c'est vraiment un gars qui résiste. Donc il y a eu, et on a utilisé, le régime a utilisé ça pour installer, pour obliger à la création de droits sociaux. Et actuellement, vous avez l'installation partout des droits des régimes, et le Covid a joué un grand rôle. Vous voyez l'affaire du Covid. C'est-à-dire que vous avez actuellement l'installation d'un régime de sécurité sociale qui s'étend avec des hôpitaux, alors, avec là aussi, il faudrait parler de l'intelligence artificielle, comment ils travaillent avec, etc. Mais vous avez toute l'installation d'un système de sécurité sociale. Et en particulier pour une catégorie, parce qu'ils ont une population qui vieillit, donc ils ont une population qui est de seniors, et donc il faut assumer, bon, les jeunes seniors au contraire, alors il faudrait raconter comment ça se passe, vous voyez tout ça arriver ici, mais si vous voulez, les seniors dépendants, comment on va gérer ça dans le monde? Alors il faut voir que le respect des anciens est obligatoire en Chine. La vision du monde heureux, c'est un vieillard qui est heureux.
tout le monde s'occupe de lui, le masse. Là, je disais, par exemple, il se moque de Xi Jinping. Il y avait un artiste économiste qui racontait comment le père de Xi Jinping, qui avait plus de dents, donnait à son fils de la nourriture pour qu'il le mâche et qu'il lui redonne. Mais il se moque de ça. Pour un Chinois, c'est au contraire le rôle du fils aimant de mâcher pour le père. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune honte. Donc, il y a comment faire pour passer maintenant dans un monde où il y a quand même des femmes maintenant qui travaillent, il y a tout un autre univers. Comment passer de ce monde-là et comment faire qu'avec l'intelligence artificielle et les robots, on puisse assumer une part pour que les enfants puissent avoir le soulagement. Donc vous avez tout un travail là-dessus qui est passionnant. Et bon, je ne veux pas tout vous raconter, mais il y a vraiment, en matière d'écologie et de travail sur la santé, sur l'éducation et tout, toute une réflexion entièrement ouverte. Et oui. Une dernière question. Oui. Je me pose simplement la question, on entend aussi dire de la Chine un aspect autoritaire du gouvernement sur les populations, une forme de contrôle. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la liberté de se renseigner, par exemple les réseaux sociaux, toutes ces choses-là en Chine? Alors, je vais vous dire, moi je suis français. Je suis un Français, c'est un anarchiste étatiste. Hein? Pour moi, le français, c'est Maigret. Maigret, c'est un anarchiste de fond, il aime bien être dans le service public. Bon, donc, on a ce côté, moi, on ne veut pas d'être chinoise. Les Chinois, eux, par exemple, ce qu'on a appelé le crédit social, qui nous choque absolument, c'est-à-dire que si... alors, je vous signale que le crédit social est inspiré de quoi? Des assurances sociales où, aux États-Unis, si vous conduisez bien, si vous avez une bonne santé, etc., on vous donne meilleur. Ils ont fait que recopier cela, eux. C'est-à-dire que si quelqu'un se conduit bien, a une bonne vie, etc., tout un truc, il a un crédit social, c'est-à-dire qu'il aura encore des droits en plus pour aller faire des voyages. Par contre, s'il emmerde, s'il est voyou, etc., on t'enlève des points. Et avant qu'on te mette en tôle, on t'enlève déjà des points. Bon, donc, c'est leur mode, et eux, vous demandez à n'importe quel Chinois, en dehors de quelques gars, les gars ils vous disent, mais vous voyez le problème. Nous, on a bien agi, on estime qu'on est là, pourquoi on n'aurait pas des droits supplémentaires, etc. Et moi j'ai plein de gens on a beaucoup de correspondants dans mon blog qui sont en Chine, et qui sont mariés avec des Chinoises, etc. et qui nous disent, vous pouvez venir sur notre blog, vous les voyez, c'est devenu, ils nous racontent, ils nous disent, nous, on vit comme ça. Mais les Chinois, par exemple, il y a tout un travail sur les enfants, comme les enfants sont des dieux, il faut qu'ils fassent de la musique classique, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ça. Le gouvernement a été obligé d'interdire les cours particuliers, parce que c'était inégalitaire, parce que les gosses, ils étaient crevés à la fin. Mais, si vous voulez, il y a une accélération de la performance chinoise qui n'est pas la nôtre. Bon, mais je pense qu'on peut très bien fonctionner autrement, avec nos propres règles. Et il y a, par exemple, en Chine, des choix locaux très différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, il y a des performances
pour avoir des relations privilégiées avec tel pays ou tel autre. Vous avez des villes qui créent des relations privilégiées avec d'autres villes, qui investissent des gens qui vont jouer comment on appelle ça, les vendeurs de telle ville. Et chaque ville a son propre développement, elle va jouer avec telle autre ville. Vous avez des modalités, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, où vous pouvez avoir des provinces entièrement différentes, des choix locaux. En même temps, vous avez un cadre régional. Je vais terminer là-dessus. Vous savez, Deng Xiaoping, quand il a fait sa réforme, il n'a pas créé le capitalisme. Il a dit, pour se développer, le capitalisme peut être très utile. On a besoin de capitaux. Il ne faut pas étrangler le capitaliste, mais il faut le mettre dans une cage. C'est-à-dire qu'on surveille le vol, à tous les sens du terme, et on lui dit, où tu rentres dans le plan, ou tu vas ailleurs. Le plan, ça va si loin. Je vous donnais l'exemple, les entreprises publiques payent un minimum à l'État pour avoir un niveau de développement et d'initiative qui leur permet d'être performantes. C'est-à-dire que vous avez tout un jeu. Je pourrais, alors, il y a notre livre, et puis il y a celui-ci aussi, La Chine est-elle capitaliste, qui complète admirablement, c'est que des chiffres, les chiffres de tout ça. J'ai apporté un autre, alors on n'en parle pas, ça c'est des mathématiques pures des deux auteurs, j'ai renoncé. Mais vous avez là toutes les statistiques de la Banque mondiale de partout. Donc, avec justement, vous savez qu'il y a des secteurs entiers où vous n'avez pas le droit d'avoir des capitaux étrangers. Tout ça est parfaitement contrôlé, mais je ne sais pas si nous, ça serait comme ça qu'on fonctionnerait. Mais eux, ils fonctionnent comme ça. Et ils vous disent, nous, on a 4000 ans derrière nous, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, nobles étrangers, on vous la paix, et nous, la paix à nous.